Bonjour tout le monde. Après 30 ans maintenant d'enseignement à l'université, je suis incapable de rester en place, mais là j'ai l'obligation de faire que quelques mètres, donc ça va me forcer. Mais soyez pas inquiets, si je bouge un peu trop, on va m'avertir. Donc, comme le disait Caroline, on va parler des élèves, des adolescents qui ont des difficultés, des déficiences, un handicap. Et on va parler aussi de tous les autres élèves qui ont un déficit d'activité physique. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Quand on regarde la photo et qu'on voit les jeunes, et si je pose la question, je vais avoir la réponse, je vais vous la donner. Quand on pose la question aux jeunes, quel est leur cours préféré quand ils débutent l'école primaire, la réponse est quasi unanime. Vous le savez, c'est éducation physique. Cette popularité-là, si on la reprend à la fin du primaire, puis au début du secondaire, je vous informe que malheureusement, on a perdu notre place. Puis en même temps qu'on perd notre place, il y a une augmentation de la sédentarité chez les enfants qui augmente aussi à mesure qu'ils vont passer du primaire à l'école secondaire. Pour les élèves qui ont une déficience ou un handicap, c'est très varié. Ces images-là veulent le montrer. C'est-à-dire que ça peut être une déficience physique uniquement, comme une amputation. Ça peut être un problème de nature plus sensorielle, ça peut être un problème au niveau de la communication, ça peut être un problème au niveau des interactions sociales. Il y a plein d'éléments qui peuvent causer des difficultés à un élève à fonctionner et à s'intégrer et à s'inclure dans une école, dans son fonctionnement. Comment on valorise les élèves qui ont des déficiences? Qu'est-ce qu'on doit considérer? Bien, c'est ce qu'on va essayer de regarder un peu ensemble, puis je vais vous donner quelques messages clés. Un des premiers messages, c'est de se rappeler qu'il y a une influence évidemment des facteurs personnels de chacun des élèves. Donc, quel est le niveau de sa déficience? Quelle est sa provenance, une amputation qui est arrivée à la naissance versus une amputation qui arrive beaucoup plus tard dans la vie, des capacités à répondre et à t'intégrer et à utiliser tes membres restants sont très différentes. Et c'est vrai de tous les élèves qui ont des déficiences ou des handicaps. Autre élément qui influence l'intégration, l'inclusion, et mis à part les facteurs qui sont innés à l'élève, il y a son environnement. Donc l'environnement dans lequel il va se déplacer, être en interaction avec les enfants et surtout avec les adultes. Comment on décide de l'intégrer? Ça va être une décision qui vous appartient comme adulte presque toujours. Puis je vais essayer de vous en convaincre aujourd'hui. Notre influence, elle est énorme sur comment on va être capable d'amener cet élève-là et de le faire progresser. Avant de parler plus spécifiquement des déficiences, je voulais faire un petit détour sur le développement des enfants. Donc, vous le savez, tous les enfants vont grandir, ils vont se modifier, ils vont avoir de nouvelles habiletés. Cette image-là, je l'ai avec moi depuis longtemps, puis je la garde parce qu'elle illustre très bien un élément qu'on oublie, et comme vous le voyez, c'est l'idée du développement musculaire, c'est-à-dire se développer musculairement, c'est un élément très, très important pour tous les enfants, et particulièrement les enfants qui ont des déficiences. Le développement musculaire, ça explique beaucoup de la variabilité qu'on retrouve chez la grande majorité des enfants. Autre élément qui influence le développement, c'est évidemment de se rappeler que c'est un long processus, que l'entrée à l'école ne définit pas que tout est fait. L'entrée à l'école, c'est une étape parmi plein d'autres étapes dans la vie.
Et il faut se le rappeler constamment. Autre élément, c'est l'idée de comment ils sont tous différents. Cette image-là, elle représente, ça peut être une aptitude motrice, ça peut être une aptitude intellectuelle, ça peut être n'importe quelle aptitude. Vous pouvez imaginer n'importe quoi. Ce qui est important, c'est de regarder chacune des courbes qui représentent un enfant et de voir qu'avec l'âge, ils sont tous différents. Ils vont tous être dans des processus qui leur appartiennent, qui peuvent être très lents, qui peuvent être très rapides, qui peuvent avoir des périodes lentes, qui peuvent avoir des périodes de ralentissement. Ils sont tous différents. Chaque enfant a sa progression, a sa façon de se développer. Et c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est mon deuxième grand message, ne jamais perdre de vue qu'ils sont tous uniques et qu'ils se développent de façon très unique. Et puis, le développement de l'enfant est intimement lié, évidemment, au développement du système nerveux. Donc, quelle que soit l'atteinte au système nerveux, qu'elle soit petite, grande, elle va avoir des conséquences énormes sur le potentiel de l'enfant. Un enfant de, je ne pose pas la question, 15 mois, je vous donne la réponse. Qu'est-ce qui caractérise un enfant de 15 mois quand on regarde ces photos-là? Ben, il est capable de se tenir debout, il est capable de se pencher, il est capable de contrôler son équilibre, il contrôle parfaitement sa tête, il fait plein de choses. À 15 mois, on les appelle les déménageurs et les acrobates. Ceux qui ont déjà eu des enfants, vous le savez, c'est le moment où on va placer des loquets sur les armoires, qu'on va bloquer les escaliers, c'est cette étape-là, parce que l'enfant est arrivé à un moment très important dans son développement. Cet enfant-là a également 15 mois. Et vous constatez qu'il a de très grandes différences du point de vue de son développement musculaire et de ses habiletés motrices. Il a besoin de beaucoup d'aide uniquement pour se tenir debout. Donc, c'est une étape charnière qui n'est pas complétée, qui va prendre beaucoup plus de temps et qui va avoir des conséquences à long terme. Tout ça pour dire que les enfants passent à travers plusieurs étapes que j'ai résumées ici, c'est-à-dire l'idée de reconnaître leur corps, de commencer à le contrôler. Et j'ai mis aussi l'idée du tonus et de l'équilibre qui est vraiment mon troisième message, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire dans la vie, que ce soit à l'école, dans les loisirs, n'importe où, qui va toucher le tonus et l'équilibre, ça va être très positif pour la grande majorité des enfants et même ceux qui n'ont pas de déficience. L'idée de se développer au point de vue musculaire et au point de vue de son équilibre va amener les enfants vers des habiletés motrices. Habiletés motrices qui sont l'étape des 2 à 7 ans. Qu'est-ce que c'est que les habiletés motrices fondamentales? Bien, c'est ce que vous connaissez tous, évidemment. C'est courir, sauter, grimper, attraper, lancer. Si je prends l'exemple de grimper, chez les très petits, c'est-à-dire à la maternelle, en CPE, c'est une des activités qu'on va circonscrire le plus, qu'on va empêcher le plus. C'est une des activités qui développe probablement le tonus et l'équilibre de façon très marquée et on l'empêche. Donc, il y a là une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on fait comme adulte avec cette idée de grimper et de sauter. Pour se développer, qu'est-ce que les enfants ont besoin? Ils ont besoin de temps, évidemment, et ils ont besoin de pratique. On a besoin de les laisser choisir des environnements
choisir des endroits et choisir ce qu'ils vont faire. Et c'est ce que ces images-là veulent un peu illustrer à travers le temps et le fait qu'on peut aussi le faire en hiver. Donc, il y a une petite thématique ici. Cette diapo-là, elle parle de l'éducation physique, mais on peut remplacer le mot éducation physique par loisir, par sport, par activité physique en général. Donc, tout ce qui est là, on peut le voir beaucoup plus globalement. Donc, d'un programme d'éducation physique, ça devrait permettre l'intégration de tous. Ça devrait favoriser l'inclusion de tous. Dans celle-ci, il y a plusieurs éléments importants. Reconnaître la valeur inhérente de chaque élève, ça veut dire accepter chaque élève, accepter ses forces, accepter ses difficultés, l'accepter dans ses différences. C'est ça que ça veut dire. Le deuxième, le droit au risque et à l'erreur. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis, moi, depuis déjà presque 5 ans, sur l'idée du risque et de la prise de risque. Dans notre société, depuis, je dirais, les 15 dernières années, la prise de risque chez les enfants est passée de beaucoup à très peu dans certaines situations. Le fait qu'on ne prend plus de risques, qu'on ne permet plus le risque, ça a des impacts et sur le développement moteur, évidemment, mais ça a aussi des impacts sur le développement cognitif et sur comment les enfants sont capables de percevoir ce qui est vraiment un risque acceptable et ce qui est dangereux. Comme il n'y a jamais de prise de risque, ou à peu près dans certains milieux, on se retrouve avec des enfants qui sont incapables de gérer même une prise de risque très banale. Donc ça, c'est un élément qui, je pense, sur lequel on doit repenser comment, comme société, on accepte le risque. Puis le dernier, c'est l'idée de l'indépendance puis de l'autodétermination, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de prendre des décisions, de les appliquer, puis de vivre avec les conséquences, puis d'être capable de juger, puis de se reprendre, puis de réessayer. Je pense que l'idée de l'erreur, puis du droit à l'erreur, il faut le garder à l'esprit pour tout le monde. Et évidemment que tous les élèves, quel que soit leur niveau de déficience, vont profiter d'un programme de loisirs, d'activité physique ou d'éducation physique, comme tous les autres élèves. Je vous amène dans les résultats d'une étude. C'est une étude norvégienne qui date, pas si vieille, de 2013. Si je fais la traduction du titre, là, ça dit être assis, regarder les autres quand ils sont actifs et les expériences de personnes en éducation physique. C'est une étude rétrospective, c'est-à-dire qu'on fait des entretiens avec des personnes là, qui ont vécu des expériences d'activité physique. L'étude au départ était pensée sur quelle est leur perception des activités physiques comme personnes ayant une déficience ou un handicap. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que leurs expériences, autant positives que négatives, dans les entretiens, c'était des expériences liées à ce qui s'était passé en éducation physique. Donc, on s'est concentré sur cette dimension-là. Quand on dit qu'ils ont vécu des expériences positives en éducation physique, ce qui ressort, c'est que les gens soulignent j'avais l'impression qu'on me reconnaissait avec mes forces et mes difficultés. J'avais l'impression qu'on m'offrait des défis à ma mesure et que j'étais capable de performer. Par contre, les expériences plus négatives, il y en a aussi. Et dans ces expériences négatives-là, il y a évidemment l'idée
de se sentir exclu, de ne pas être valorisé, d'être isolé. Je vous donne un exemple, celui de Peter. Peter, c'est un enfant et un adulte maintenant, qui a une déficience motrice cérébrale. Donc, il a des problèmes de coordination au niveau de sa motricité. Et ce qu'il raconte dans le papier, c'est que le prof lui a demandé d'aller faire une partie d'une danse aérobique devant ses collègues. Clairement, l'intention est bonne. L'intention du prof, c'est de permettre à l'élève d'être reconnu et de favoriser sa participation. Mais ce que l'élève a vécu, c'est que comme sa coordination est moins bonne, il a vécu le sourire puis le regard des autres négativement. Donc, il y a toujours cette idée, quand on est avec des élèves qui ont des déficiences, il faut toujours réfléchir à c'est quoi leur potentiel, où ils en sont dans leur cheminement et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est un lieu, le sport, l'activité physique, l'éducation physique, c'est un lieu privilégié. Mais c'est aussi un lieu où, vous le savez, il y a de la comparaison entre les élèves et il y a des moments où cette comparaison-là va trop loin. Puis il faut être capable de bien la gérer. Ce qui est important de se rappeler avec cette étude-là, c'est quand même des gens qui se rappellent de leurs souvenirs. Hein? Il y en a qui ont presque 50, 60 ans, et ils se souviennent encore des bons souvenirs, mais ils se souviennent aussi des choses qui les ont marqués négativement. Tout ça pour dire que, comme enseignant, on peut marquer les gens très positivement, mais on peut aussi, malheureusement, des fois les marquer plus négativement, puis il faut être très prudent. Mes collègues de l'Université de Sherbrooke viennent de terminer une recension de la littérature. Puis il y a quelques-unes des conclusions qui m'apparaissent là, très importantes à vous parler. Moi, la première, c'est celle que j'adore le plus, celle sur laquelle j'ai accroché depuis déjà quelques années. Je m'intéresse aux jeux chez les petits depuis 5-6 ans. Puis j'étais convaincu que personne ne s'intéressait à ça, le jeu, puis que c'était pas si significatif que ça. Puis finalement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au jeu. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur le jeu. Puis là, ce qui ressort dans cette recension-là, vous le voyez, un des facteurs clés qui va influencer la pratique d'activité physique, qui va influencer le fait qu'on va continuer à garder une pratique d'activité physique, qu'on va modifier sa façon d'être, puis qu'on va modifier ses comportements, c'est que c'est plaisant, qu'on y retrouve du plaisir. Et le plaisir, il est différent quand on a 4 ans, quand on a 8 ans, quand on a 16, quand on a 18, puis quand on a 60. C'est pas la même chose. Puis on ne peut pas se mettre dans la peau d'un enfant de 6 ans ou de 7 ans et dire que ce magnifique jeu sur lequel je me suis penché pendant plusieurs heures, je l'ai écrit, je l'ai planifié, je l'ai organisé, et finalement, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que je ne suis pas un enfant, puis que j'ai oublié c'était quoi le plaisir peut-être d'être un enfant. Fait que l'idée du plaisir, là, c'est très intrinsèque, hein, c'est très profond, cette affaire-là. Et ça, c'est un des marqueurs, c'est un des grands marqueurs. On a parlé des filles tantôt, on en a parlé, je vais parler un peu de filles actives aussi tantôt. Mais c'est vrai que cette idée d'un environnement dit plus inclusif où on retrouve uniquement les filles semble porter ses fruits, c'est ce que ça dit. Puis le dernier, c'est que ça dit qu'on a encore du travail à faire avec les adolescents. C'est que pour eux, c'est plus difficile de trouver ce marqueur de plaisir.
et que ça ne semble pas avoir un impact. Donc, il y a là encore du travail à faire. Donc, l'inclusion, ça sous-entend quoi? Ben, plusieurs choses. La première, c'est de se convaincre qu'il y a des composantes des habiletés motrices plus importantes que d'autres. Je vous le donne en mille. L'équilibre et la coordination sont deux éléments extrêmement importants dans à peu près toutes les habiletés motrices. Puis on devrait les avoir en tête presque toujours. Déterminer les capacités des individus, autant au point de vue moteur, sensoriel, de leur attention, leur capacité à porter attention, leur capacité à comprendre nos consignes, tout ça fait partie des capacités. Puis une fois qu'on a déterminé ces deux éléments-là, ben, il faut commencer à se dire qu'est-ce que je vais modifier et comment. Des modifications, ça peut être relativement minime, c'est-à-dire modifier des objets, modifier des textures d'objets, modifier des couleurs. Puis ça a peu ou pas d'impact sur comment l'activité se déroule, mais ça rend la vie plus facile pour les gens qui ont des limitations. Ensuite, les modifications, ça peut devenir un peu plus compliqué. Difficile à placer quand on commence à parler des règles, quand on commence à voir un rôle différent pour certains élèves. Tout ça, ça devient plus compliqué et il faut y penser, puis il faut être capable presque toujours de se poser la question, est-ce que ça favorise la participation de tous? Puis à la fin, ben, il faut au moins s'évaluer sur ces modifications-là et se dire, qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que c'est approprié pour l'individu, selon son âge et chronologique, et son âge de développement, qu'il soit moteur ou sensoriel? Est-ce que ça favorise son autonomie? L'autonomie, c'est probablement le mot qu'on retrouve le plus dans à peu près tous les textes du ministère de l'Éducation, celui de la santé, tous les ministères parlent de l'autonomie des individus. Je vous le donne, là, puis ça c'est mon troisième message, là. On ne peut pas faire de l'autonomie. Hein? Ça ne se fait pas, ça, de l'autonomie. On peut travailler sur des comportements, sur des objectifs précis. Hein? Étienne, à la fin du cycle du premier cycle, là, à la fin de ça, là, il va marcher plus que 200 mètres, puis il va être capable de courir 100 mètres. Parce que Étienne, il a une déficience motrice cérébrale, puis il a des grandes difficultés. Cet objectif-là, là, c'est un véritable objectif d'autonomie. C'est quelque chose qu'on peut mesurer. C'est ça, l'autonomie. Il faut être capable de se donner des moyens de la quantifier, puis de dire « il s'est passé quelque chose ». Et bon, la troisième, c'est peut-être la plus difficile, là, que les modifications qu'on fait, ça n'attire pas l'attention des autres. C'est presque un vœu pieux, là, je l'accorde. Il y a des fois, on n'a pas le choix, il y a des modifications qui vont faire que ça attire l'attention, puis c'est correct, parce que en même temps, ça permet à la personne de participer. Et ce qui est plus possible, c'est l'idée d'optimiser les défis, c'est-à-dire d'être dans cette zone que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la zone de difficulté optimale, ou ce que moi j'aime encore plus, c'est l'idée de la zone de délicieuse incertitude, où on est capable d'arrimer le niveau d'habileté des personnes, ce qui est en bas, avec la difficulté de la tâche. Hein, il y a deux affaires qu'on veut éviter dans ça. On veut éviter d'être dans la zone qui s'appelle inquiétude et anxiété. Moi, je génère ça avec mes étudiants. C'est des étudiants qui ne m'écoutent pas, puis qui vont décider que c'est une bonne idée de lire mon livre peut-être 2 jours avant l'examen. Quand ils vont arriver, ils vont être anxieux et inquiets. Hein? C'est là que je les amène. Tandis que les autres qui m'ont suivi, puis qu'on a interagi, puis qu'on a fait plein de choses, ils sont dans cette zone de difficulté optimale.
Qu'est-ce qui est intéressant avec cette zone-là, c'est qu'elle est grande, il y a de la place, il faut juste trouver c'est quoi le niveau d'habileté des enfants. Puis l'idée d'être capable de moduler les niveaux de difficulté, il y en a plein sur Internet, il y en a plein dans nos têtes. Je veux dire, la modulation des tâches, c'est quelque chose qu'on devrait faire constamment. Quelques images pour présenter c'est quoi moduler des tâches. Oui, j'accélère. C'est quoi moduler des tâches? Bien, c'est beaucoup offrir des défis véritables qui ont des fois l'impression qu'ils ont un petit risque, mais pour les enfants, ce n'est pas un risque du tout. Je passe vite sur celle-là parce qu'elle a un message très clair. C'est l'apprentissage d'une habileté motrice fondamentale, c'est-à-dire celle d'aller à vélo. Aller à vélo, pourquoi c'est si important? C'est un des grands marqueurs de la liberté après avoir marché. Un enfant qui marche, il redécouvre son environnement. Un enfant qui apprend à vélo, il redécouvre un nouvel environnement avec un nouvel outil. Dans cette étude-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé une approche pour aider des enfants trisomiques et des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, donc des enfants qui ont des difficultés intellectuelles, des difficultés de communication, qui ont des comportements inappropriés. On leur a appris à aller à vélo. On a fait ça sur une période de 5 jours à raison de 75 minutes par jour. C'est assez intense. Aller à vélo, c'est essentiellement ça. Hein? C'est se tenir en équilibre sur un nouvel objet et c'est se propulser. L'étude, elle avait ceci de particulier, c'est qu'ils ont inventé un vélo où on module le niveau d'équilibre avec les roues arrière. Donc, on le rend de plus en plus instable à mesure qu'on progresse. Vous allez me dire, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas construire ça. C'est pas si compliqué que ça, mais on pourrait le faire avec des petits vélos pas de pédale, avec des vélos standards, on pourrait adopter la même approche. Ce qui est intéressant, c'est les résultats, c'est-à-dire 80% de tous les enfants ont réussi à pédaler seuls, sans aide, sur 30 mètres, 100 pieds aux États-Unis. Vous voyez qu'il y en a qui étaient meilleurs au freinage, puis il y en a qui étaient incapables de démarrer seuls à la fin. C'est pas grave, puisqu'on leur donne une petite poussée, puis ils sont capables de faire 30 mètres ou plus. Ce qui est plus intéressant, c'est la suite, c'est-à-dire 93% des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, puis 61% des enfants trisomiques ont continué à aller à vélo pendant l'été. Ils ont poursuivi leur activité qu'ils avaient appris à l'école. Et ça, pour moi, c'est l'exemple d'un défi bien pensé et d'une procédure bien pensée. Filles actives, pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce qu'on a trouvé le médium pour sensibiliser les filles. On a trouvé l'environnement qui les sécurise un peu et qui leur permet de s'engager, qui leur permet d'explorer de nouveaux défis. On est toujours dans la même situation. Je sais qu'il me reste peu de temps, mais je voulais vous parler de celui-ci, parce que moi, vous le savez, si ça fait 30 ans que j'enseigne à l'université, j'ai plus 30 ans. Hein? Donc, j'approche de la retraite. Puis là, je suis tombé sur cette activité-là, qui est un mélange de badminton, tennis. Ouais, c'est ça. Pourquoi je suis accroché? C'est parce que ce qui amène les personnes plus âgées, qui sont aussi sédentaires, vers cette activité-là, c'est que c'est plaisant, c'est agréable, puis qu'on a simplifié les règles, puis que ça fait que les gens le pratiquent, et le pratiquent de façon soutenue, puis ils le pratiquent de façon tellement soutenue que ça correspond à des niveaux de dépenses énergétiques là, qui permettent d'améliorer sa condition physique dans une activité où c'est très agréable. Puis je termine sur celle-ci,
C'est-à-dire, quelque chose sur lequel je travaille plus récemment, c'est l'idée d'exploiter la nature, d'exploiter l'environnement extérieur. Dans mon cas, on s'intéresse beaucoup aux tout petits, mais c'est un milieu très, très favorable à la prise de risque, c'est un milieu très favorable à l'inclusion, c'est un milieu qui favorise la participation de tous, quelles que soient nos difficultés. Dans ce milieu-là, on se redécouvre. Moi, ce que j'entends des gens qui amènent des enfants de la maternelle dans un milieu naturel, c'est que les profs racontent qu'ils ne reconnaissent plus les enfants, qu'il y a des enfants qui ont de grandes difficultés comportementales qui n'en ont plus quand ils sont à l'extérieur. Donc, il y a clairement là quelque chose de très important qu'on devrait continuer d'exploiter. Et sur ce, je vous laisse avec mes toutes petites conclusions. Être flexible, là, ce n'est pas la flexibilité de notre corps, là, c'est la flexibilité dans nos consignes, la flexibilité dans comment on accepte des changements à l'horaire, par exemple. Hein. Être flexible et souple sur les horaires, c'est probablement pas si évident que ça à l'école. En fait, je le sais que ce n'est pas évident à l'école. Et penser au développement global de tous les enfants et leur permettre de le faire dans la joie et le plaisir le plus souvent possible. Sur ce, je m'arrête.